En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de Wight, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 milles du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cobs. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit 4 collectivités, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet. Un podcast mensuel en 6 épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour à tous, premier volet, premier chapitre de ce roman du Fastnet consacré aujourd'hui à la victoire de Penduick III en 1967. Penduick III skippé bien sûr par Éric Tabarly, qui comptait dans son équipage un certain Gérard Petitpas qui est avec nous aujourd'hui depuis la Bolle. Bonjour Gérard. Bonjour. Et puis nous avons également à la Trinité-sur-Mer Michel Vanek, fidèle équipier d'Éric dans ses années Penduick, alors qui était concurrent sur un autre bateau, je crois, Michel, cette année-là en 67 dans une autre classe, mais qui connaît bien à la fois Penduick III et puis évidemment cette course du Fastnet. Est-ce que vous m'entendez, Michel ? Oui, très bien, effectivement. Moi, j'étais sur les bateaux que nous vendions à l'époque au chantier Vanek à la Trinité. C'était un Tina construit en Hollande et il s'appelait Esprit de Rueil. Et nous Esprit de Rueil, bien connu. La chance de gagner aussi ce Fastnet dans notre classe. Bon, on a que des vainqueurs alors aujourd'hui avec Gérard Petitpas et Michel Vanek. Très bien. Alors, en 1967, ça remonte à plus d'un demi-siècle, tout ça, et Éric Tabarly n'est plus vraiment un inconnu. L'enseigne de vaisseau Tabarly a remporté évidemment la Transat anglaise en 64 sur Penduick II, et depuis il n'a pas chômé en attendant Penduick III dont il dessine les lignes et dont il lance la construction en 1966. Il modifie Penduick II, il repart aux États-Unis en solitaire, retrouver son équipage dont vous faites partie, je crois, pour courir un certain nombre de courses, dont la Bermuda Race. Et puis début 67, donc en mai 67, Penduick III est mis à l'eau. Tabarly, c'est un peu quand même celui qui invente le concept dans ces années-là de une course, un bateau, parce qu'il comprend que l'architecture navale avance à grands pas. Et Penduick III, quand on se replonge un peu dans cette époque, c'est je crois, un peu quand même un ovni dans le paysage de la course au large, qui est encore très, très hétéroclite. Qui c'est qui fait de la course finalement à cette époque? Qui s'inscrit dans ces courses au large comme le Fastnet, Gérard Petitpas? Un certain nombre de propriétaires de bateaux qui sont des bateaux de course et en même temps des bateaux de croisière. Il y a très peu de Français encore à courir les courses internationales parce que les Anglais ont une suprématie totale. Et donc, il y a, disons, une dizaine de bateaux français compétitifs qui vont aller en Angleterre pour disputer un certain nombre de courses, dont le fameux Fastnet, qui est la dernière épreuve de la semaine de Causes, qui est la semaine légendaire de la course au large. Alors, ces gens-là sont des entrepreneurs comme André Vian, qui va gagner le Fastnet d'ailleurs en classe 3 avec Michel, Tonton Hervé de La Rochelle, Jean-Claude Menu de La Rochelle, Jean-Tibes de Granville, enfin bref, je vous dis une dizaine de bateaux qui sont là et qui viennent pour disputer cette grande course qui fait peur un peu encore à tout le monde. Eh oui, parce que c'est une longue course, plus de 600 milles dans des mers qui sont pas faciles. Donc un microcosme, on va dire français de propriétaires éclairés sur des bateaux assez disparates. Alors il y a des petits bateaux, des grands bateaux, ça se court par classe le Fastnet déjà à l'époque. En 67, j'ai retrouvé il y avait parmi les grands bateaux un bateau comme Gitana d'Edmond Rothschild ou un bateau allemand qui s'appelait Rubin, et ce sera une grande saga. Comment se positionne Michel Penduick III par rapport à la flotte des engagés à cette époque-là? Penduick III, c'était déjà une innovation en matière d'architecture. C'était un des
C'était tout le talent d'Éric Tabarly à l'époque. C'était un grand novateur en matière de coque, en matière de lest, en matière de gréement. Il a inventé tellement de choses avec ses architectes et André Mauric qui avait fait ce bateau-là était aussi très en avance sur les bateaux, disons, traditionnels de l'époque. Voilà, alors vous courez, Michel, sur donc un Tina, un plan de Dick Carter. Dick Carter qui est un des architectes en vogue à l'époque. Et d'ailleurs, le Fastnet précédent en 65, hein, puisque l'épreuve est bisannuelle, a été remporté par Rabbit, notre plan Rabbit, Carter. c'était son premier bateau, et il avait lui innové énormément. C'était un peu une révolution les dessins de Dick Carter à l'époque. Il n'était plus comme faisait Illingworth ou beaucoup d'architectes avec un rapport de lest de 50%. Il avait une stabilité de forme, un rapport de lest de 30% et des carènes très rapides mais toutes nouvelles pour le monde de la course de l'époque. Oui, alors Penduc 3, lui, c'est un bateau assez lesté. Alors c'est un bateau qu'a dessiné Eric. Je crois d'ailleurs finalement le seul dont les niveaux sont signés vraiment Tabarly, parce que le Penduc 2 avait été fait en collaboration avec Constantini. Après, Ouais. il y a eu des architectes comme André Allègre, Bigouin, André Mauric, dont vous parliez, Michel. Ouais. Quand vous découvrez Gérard Petitpas et Michel Vanex, Penduic 3, il vous inspire quoi ce bateau? Il est assez spécial avec son étrave à guibre, c'est une goélette, il a une quille à bulbe avec un énorme bulbe, si je me souviens bien. Quel est le premier sentiment à la découverte du bateau? Vas-y, Gérard. Élégance. L'élégance. Élégance, c'est un bateau qui est élégant. Il est surprenant parce que il est révolutionnaire dans ses formes, mais malgré tout, ses élancements font que c'est un bateau qui est un vrai bateau. C'est pas un ersatz de bateau. Et Eric a voulu que ce bateau. D'ailleurs, sa grande théorie à Eric, c'était pour qu'un bateau marche, il faut qu'il soit beau. Et je crois que Pendwick 3 était beau. Surprenant, mais beau. Surprenant parce que on n'avait jamais vu. D'abord, il y avait le matériau, l'aluminium. Hein, ouais. Ça, il n'y en avait pas d'autres bateaux. Il y avait ses formes avec son double bouchin, avec son étrave à guibre, avec son arrière extrêmement pincé. Faut se rappeler que ce bateau a été dessiné par Eric pour la Transat en solitaire 1968. Exactement. Et en fait, c'est parce que le bateau était prêt en avance, en 67, mai 67, qu'il a décidé de faire les courses du Rock de la saison 67 pour voir comment le bateau marchait par rapport aux autres, quel meilleur test qu'on puisse avoir pour un bateau. Donc il a réuni son équipage Pendwick 2 plus quelques nouveaux, dont Olivier de Kersauzon et Yves Guégan, qui étaient à faire leur service militaire. Eric les a récupérés et on a donc eu ce bateau pour faire toutes les courses du Rock. Et alors, course du Rock qui vous réussissent, parce que le Fastnet, comme vous expliquiez Gérard tout à l'heure, c'est finalement la dernière grande course de la saison. On va dire, c'est un peu l'apogée de la saison du Rock, hein, du club anglais. Mais avant ça, il y a eu la Channel Race, la Morgan Cup, voilà. Et puis la Gotland Race, qui est une course en Baltique. Oui, absolument. Et si je ne m'abuse, toutes ces courses-là, vous les avez remportées avec Penduic 3. Oui, absolument. Donc, quelle est l'ambiance un peu quand vous arrivez à Cowes avec ce bateau? Vous avez tout gagné. Il est en aluminium avec un gréement qui est pas du tout un gréement courant pour un bateau de course à l'époque. Les bateaux sont plus gréés, souvent soit en sloop, soit en ketch, parfois en yawl, mais des goélettes, il n'y en a pas tant que ça. Quelle est un peu la vision, le regard que portent sur vous les Anglais qui sont majoritaires dans la course? Il n'y a qu'à regarder le titre un des principaux journaux anglais qui titre le petit canard, le vilain petit canard français. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, Kersauzon leur répond au club. Il leur dit oui, mais l'emmerdement, c'est que vous ne verrez que son cul. et effectivement, c'est ce qui va se passer. À tel point que quand on fait la première course du Rock, la première course officielle du Rock, la Channel Race, on arrive, on gagne, on est premier, etc. Et on est seul sur la ligne d'arrivée parce qu'on a bien distancé les autres. Et quand on va remettre la feuille de course au club,
ils nous disent, vous avez abandonné? Et à ce moment-là, on leur dit, ben non, on n'a pas abandonné, on est le premier, c'est tout. Et là, il y a un grand effet de surprise. D'ailleurs, après, ils vont tous venir tourner autour de Penwick pour voir comment il est. Mais Eric choquait beaucoup à l'époque avec ses idées novatrices de Koch, de Grément. Tu te souviens, Gérard, quand on est allé aux États-Unis pour courir les Bermudes, on avait fait dans le Long Island Sound, on avait fait l'Onion Patch Trophy, et qui était une course préliminaire où il y avait tous les beaux bateaux américains. Et Penwick 2 marchait très très vite à l'époque, et on a eu ensuite à l'arrivée une réflexion d'un des grands skippers qui disait à son équipage, mais qui c'est ce bateau qui va vite? Alors le navigateur dit, c'est quoi? C'est un ketch? Non. C'est une golette? Non. Mais c'est quoi alors? C'est le bateau français. C'est ça. Bon, il faut dire que Penduic 2 avait essayé, il a servi un peu de laboratoire pour Penduic 3 après la 3064. Il a essayé plein de gréements sur le bateau, justement un gréement de goélette, un autre gréement de ketch avec un artimon plus grand, je crois. C'était là aussi ça phosphorait quand même pas mal de ce côté-là. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Non, il n'arrêtait pas. Il était sans arrêt avec son petit cahier. Il avait un cahier d'écolier sur lequel il crayonnait sans arrêt. Bon, cahier qui existe peut-être encore, mais en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés par ces années, je les invite à retrouver dans la collection mère de chez Artaud les bouquins de l'époque, de Penduic en Penduic par exemple, où il raconte très bien la genèse de ces bateaux, et c'est sur le plan architectural, c'est toujours très intéressant. On voit bien comment il y a la vision du bonhomme, mais comment effectivement il défriche dans ces années-là à grands pas, puisqu'on passe de petits monocoques comme Penduic 2 à des bateaux plus grands comme Penduic 3, puis les multicoques, enfin bon, bateaux à ballast avec Penduic 5, etc. Vous parliez, Gérard, des feuilles d'arrivée, de l'accueil des bateaux. Je me posais la question en préparant l'émission, comment à l'époque on s'inscrit au Fastnet? Parce que vous savez, le 11 janvier dernier, le RORC a ouvert sur Internet les inscriptions pour le Fastnet 2023 là qui partira au mois de juillet. En une seule nuit, il y a eu 383 inscrits directement sur le site. À l'époque, comment on fait? On appelle le RORC, on envoie un courrier. Comment ça se passe concrètement? On appelle le RORC, ou on envoie un courrier avec le descriptif du bateau, et les Anglais nous répondent. On a une date limite pour s'inscrire, et les Anglais nous répondent, nous disant oui, vous êtes inscrit, point. C'est vous déjà qui vous occupez, puisque vous deviendrez, on va dire, dans ces années-là et par la suite, le bras droit d'Éric Tabarly autour en particulier de la société Penduic, mais c'est vous déjà qui vous occupez de cette partie un petit peu administrative, là, Gérard? Oui, envoyer l'inscription, oui, c'est moi, oui. D'accord. Et donc le bateau est jaugé, il est jaugé quand vous arrivez pour les premières courses anglaises, ou vous il a déjà été non, il a déjà été jaugé en France, puisqu'on a disputé un mini championnat de France pour faire la sélection des bateaux. Les nations ont droit qu'à 3 bateaux. Donc on fait une sélection à Saint-Malo. Le bateau est tout neuf, il n'a jamais couru, il est encore véritablement en période d'essai, et on se présente à Saint-Malo. On a 3 courses à disputer, contre Oryx à Monsieur Bouygues, contre Gerfaut aux frères Bonot, et un ou deux autres bateaux qui feront pas le poids. Donc les 3 bateaux sélectionnés sont Oryx, Gerfaut et Penduic. D'accord. Et alors sur ce Fastnet, sur la Rolex Fastnet Race, son vrai nom aujourd'hui, quels sont les vrais concurrents, on va dire, les concurrents les plus dangereux de Penduic dans sa classe, puisque ça court par classe? Michel, vous étiez peut-être un observateur là extérieur du plateau, ouais. Mais vous avez le souvenir de ça? À l'époque, il y avait qui? Il y avait Noriema, Gérard? Oui. Il y avait Noriema. Qui y avait chez les Anglais encore? Il y avait l'Italien Levantades. Ouais, Levantades. C'était un très bon bateau. Et il y avait des Australiens aussi. Oui, il y avait toute l'équipe australienne qui était l'équipe la plus forte. Il y avait des Américains. En fait, au départ, cette course importante,
n'était disputé que par deux nations, l'Angleterre et les États-Unis. Et il y a eu, à ce moment-là, les Australiens se sont manifestés. Et chez nous, Jean-Claude Menu, le président de La Rochelle, a écrit au RORC en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une équipe française? Ils ont dit oui. Et voilà pourquoi on s'est retrouvé en 67 avec cette équipe française. Et donc, Penduic 3 court dans la grande classe, la classe des plus grands bateaux. Nous, on court en classe 1, oui, c'est-à-dire la grande classe du RORC. De même Corix et Gerfaut. Et alors, c'est des flottes à l'époque de combien de bateaux environ? Vous avez ce souvenir-là, à peu près? Le nombre total de concurrents? Oui. Et dans votre classe? Ah, dans notre classe, non, je peux pas vous dire, je me rappelle pas, faudrait que je regarde mes dossiers, mais on est une quinzaine, une vingtaine. Il y avait plus de 100 bateaux au départ, oui. Oui. Alors, ce départ de cette Rolex Fastnet Race, on est en août 67. Est-ce que vous vous souvenez, moi j'ai retrouvé dans les bouquins d'Éric que ça s'était couru au départ dans des conditions assez légères et au louvoyage pour sortir du Solent. Exact. Vous avez des images qui vous reviennent là? Oui, on a eu un départ qui était très serré. Vous savez, quand vous avez une centaine de bateaux sur une ligne de départ, c'est copieux. Donc il faut faire attention à ne pas avoir d'abordage. Je me souviens qu'on en évite un de justesse, on évite un anglais de justesse qui nous refusait un tribord. Et on arrive à sortir du Solent difficilement parce qu'il y a beaucoup de courant, il y a une faible brise. Et quand on sort du Solent, le bateau qui est en tête, c'est justement les Ventades, le bateau italien. Et on se dégage. Bon, bref, la nuit tombe et dès le lendemain matin, on a pris la tête de la flotte. D'accord. Je me permets d'ajouter que à l'époque, Éric avait choisi Gérard comme navigateur et Dieu sait s'il a du talent pour faire la navigation sur les bateaux de course et dont les Penduic et dans cette course du Fastnet où la navigation est si importante avec les courants, Gérard était vraiment l'homme adéquat pour faire gagner les bateaux et aider à les faire gagner. Oui, en fait, n'exagérons rien, il y avait un équipage formidable. Il est modeste, Gérard Petitpas, mais il y en a un qui m'a tenu exactement le même discours, c'est Olivier de Kersauzon que j'ai eu au téléphone l'autre jour. On aurait voulu l'avoir, Olivier, avec nous pour cette émission, mais c'était trop compliqué d'enregistrer à distance, car Olivier vit en Polynésie. Enfin, c'était voilà. Mais il me parlait effectivement de ça et il me rappelait, il me disait attention, on est en 67. Bon, évidemment, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de cartographie électronique. On navigue à l'estime, on navigue au sextant. Et il me disait, quand il fallait louvoyer dans le Solent, on allait pour aller chercher les contre-courants à la côte, on allait jusqu'à chatouiller parfois avec le gros bulbe les bancs de sable. Là, c'est une navigation assez technique, effectivement, Gérard. Cette sortie de Manche là, notamment dans les petits airs, quand on veut aller justement s'abriter du courant. Oui, ça fait partie du boulot du navigateur, c'est normal. Hein. Il est là pour ça. Et en fait, comme le dit Olivier, il y a le patron qui va faire marcher le bateau tout le temps. Il y a le navigateur qui dira où il est et qui proposera des options. Et il y a surtout un équipage formidable qui travaille sur le pont et qui fait que les voiles sont toujours bien réglées et le bateau est à son maximum à longueur de temps, jour et nuit. Bon, alors quel équipage sur Planète Fois? Combien de membres d'équipage? 9 personnes, 9 équipiers, d'accord. Donc vous, Gérard, vous êtes hors quart en tant que navigateur, vous avez un statut un peu privilégié ou? Oui, absolument. Absolument. Donc Éric et vous êtes hors quart, et puis après il y a 2 quarts, j'imagine, qui se succèdent sur le pont. C'est ça. Il y a deux quarts qui seraient tous les 4 heures, qui se relaient sur le pont. Et on a un personnage très important aussi, c'est le cuisinier. Le cuisinier qui est Monsieur Tabarly, le père d'Éric. Guy Tabarly. Qui nous fait à manger des repas normaux et copieux et chauds. Et qui a une autre spécialité, c'est que au fur et à mesure qu'on a des petits soucis avec les voiles, c'est lui qui recoue les voiles et il va passer
une grande partie de la traversée de mer d'Irlande, assis dans le fond du bateau en train de recoudre la grande misaine qu'on avait malencontreusement déchirée. D'accord. Alors, on va en parler justement de ces voiles. Alors oui, l'évocation, hein, alors, Guy Tabary, on le voit sur la photo qui est célèbre de l'équipage de Penduc 3 pour une autre grande victoire dans une autre grande classique, et celle de Sydney Hobart, hein, où il y a la famille Tabary presque au complet, puisqu'il y a Patrick également. Donc Guy Tabary, surnommé Babar, effectivement, donc cuistot du bord, voilà, et donc je connaissais pas cette anecdote également. Maître voilier à ses heures perdues dans les fonds du bateau. Alors des voiles, j'imagine sur Penduc 3, il y en a un paquet parce que le plan de voilure, c'est un plan de voilure assez compliqué de goélette, avec en particulier effectivement ces misaines que vous envoyez sur un wishbone qui permet un petit peu de maîtriser leur forme carrée, quoi, en fait. Hein. C'est assez unique à l'époque. Oui, ben ça, c'est Michel qui pourrait vous en parler parce que c'est lui qui était sur le pont pour faire les manœuvres. Et effectivement, c'était une voile qui était assez délicate. C'était complètement novateur. Il était le seul à avoir une misaine à wishbone comme ça. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué à manœuvrer, des fois dangereux, parce que quand le wishbone se baladait d'un bord à l'autre, il fallait pas avoir les oreilles en dessous, quoi. Donc c'était un peu délicat, mais bon, on y arrivait. Oui, ça permet quand même. Penduc 3, c'est un bateau qui peut porter du coup parce que j'imagine que vous la portez peut-être pas cette mise à wishbone au pré-serré, mais dès que vous êtes au bon plein, le bateau a une surface de toile qui est sans équivalent. Hein. Je crois avoir retrouvé qu'il y avait plus de 250 mètres carrés possibles au bon plein, hein, sans parler de spinnaker, hein, avec ce qu'on appelle des voiles plates. C'est pour un bateau qui pèse seulement 13 tonnes, c'est des ratios à l'époque qui sont assez inhabituels, je crois. C'était une des innovations d'Eric, c'était d'avoir des déplacements légers. À l'époque, avant 64, les bateaux étaient des bateaux à déplacement lourd. C'était des Stephens, qui étaient des bateaux assez lourds. Et on disait la légende, c'est pas la légende, mais l'habitude disait que pour arriver à passer dans la mer au près, il fallait avoir un bateau lourd. Et quand Eric avait fait la Transat 64, il s'est présenté avec un bateau léger, Penduick 2, et tout le monde était dubitatif en disant mais si jamais il y a du mauvais temps au près, il passera jamais. Et en fait, non seulement il est bien passé, mais il est passé en tête. Et après, il a continué, et Penduick 3 était un bateau, entre guillemets, léger par rapport à sa taille. Il faisait effectivement 13 tonnes, mais un bateau de cette taille-là en faisait plutôt 20 que 13. Ouais, c'est ça. 17 mètres de long, hein, Penduick 3, pour 13 tonnes, c'est effectivement assez inhabituel à l'époque. Alors donc, vous sortez première nuit au petit matin, Gérard, vous êtes Penduick 3 est en tête. Ça va être une promenade de santé, ce Fastnet. Vous avez gardé la tête tout le temps, ou comment ça se passe après l'Enzen là pour monter en mer Celtique vers le phare? J'ai rarement vu une course qui soit une promenade de santé. Une course, c'est toujours difficile de la première minute jusqu'à la dernière, et c'est pour ça qu'il faut pas en perdre. Donc, on est obligé de manœuvrer sans arrêt, surtout dans la brise légère, parce qu'il faut que le bateau soit toujours au maximum de sa vitesse. Donc, on va avoir des virements de bord sans arrêt, et ce qui est très fatigant pour l'équipage. D'accord. Vous avez le souvenir du passage du phare? Vous le passez de jour, de nuit? On le passe de jour. De jour. On le passe de jour. On a traversé la mer d'Irlande dans de bonnes conditions. Le bateau marche bien. On arrive au Fastnet et on a la chance de tomber pile sur le Fastnet, donc ce qui nous fait aussi gagner du temps. On vire le Fastnet et on attaque la redescente vers l'Angleterre, vers l'arrivée, avec un vent qui est encore modeste, moyen, mais surtout un vent qui est très changeant. C'est pour ça que je propose à Eric qu'on reste le long de la Rumline, le long de la ligne directe, et qu'on va tirer des bords autour de cette ligne directe pour jamais s'écarter en cas où il y aurait une saute de vent importante, qu'on soit quand même relativement bien placé s'il y a une saute de vent. Et c'est ce qui se passe, on descend comme ça jusqu'aux îles Scilly, et
tout se passe bien. Tout se passe bien, on n'a pas de soucis, le bateau marche bien. On vit avec Silly. Dans notre esprit, on est derrière Gitana parce que Gitana est beaucoup plus grand que nous, il fait 20 et quelques mètres. Ouais. Et on est persuadé que Gitana est devant. Mais on espère être en tête des autres bateaux. Ce qui se confirme quand on arrive sous le phare du Cap Lizard, puisque le sémaphore du Cap Lizard nous appelle en Scott et nous passe un message en nous disant « Vous êtes premier ». Alors là, c'est la surprise à bord et le doute. Et le doute parce que d'abord Eric me dit « Tu sais, t'es sûr d'avoir bien compris ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit parce que il me dit « Ça m'étonnerait qu'on soit derrière Gitana ». Ben, je lui dis, écoute, moi, voilà, le sémaphore me l'a répété 3 fois, donc j'ai pas de doute sur la lecture du message. Le message dit que non, nous sommes premiers. D'accord. Et c'est confirmé. Ben, c'est confirmé quelques heures après, quand on coupe la ligne d'arrivée, effectivement, à Plymouth. Il y a une vedette qui vient vers nous et qui nous dit, vous êtes premiers. Donc là, vous aviez quelle avance sur Gitana? Oh, je me rappelle plus, quelques heures, mais ouais. Gitana avait eu des soucis de grand voile, avait eu des soucis de la tiers de grand voile, ce qui lui a fait perdre du temps. Mais enfin bref, ça fait partie de la course. Et nous, on est en tête. Et je vous avoue qu'on est assez heureux parce que gagner le Fastnet à l'époque, c'était la première fois qu'un bateau français gagnait le Fastnet. Bien sûr. Michel allait le gagner quelques heures plus tard en classe 3. Donc il y a deux bateaux français qui gagnent le Fastnet cette année-là. Et donc victoire en temps réel et en compensé. Alors on gagne en temps réel et en temps compensé, oui, parce qu'on a fait une bonne différence. Ouais. Et voilà ce qui permet de conforter nos points dans le challenge de l'Admirals Cup. Ouais. Et donc cette descente là, donc vous restez, vous racontez Gérard sur la route directe. Vous voyez beaucoup de bateaux. Il y a du monde dans l'horizon ou c'est une navigation un peu personne? On voit personne. D'accord. Même au moment où vous redescendez du phare après le passage de jour, vous croisez peu de bateaux qui montent. Bon, oui, on voit quelques bateaux qui montent au Fastnet, mais bon, ceux-là, c'est. D'accord. Je dirais presque que c'est plus des concurrents, ils ont trop de retard. D'accord. Bon, et Michel, une course, j'imagine, plus longue sur le Tina, mais une course aussi victorieuse. C'était la première fois, l'un comme l'autre, que vous voyez le Fastnet, ou vous aviez déjà couru la course et où vous aviez déjà, vous étiez déjà baladé dans ces coins en Irlande? Ouais, moi je l'avais déjà couru 3 fois, je crois, et puis mais là c'était vraiment la course exceptionnelle parce que on avait gagné avec une belle avance dans notre classe et on avait eu une belle brise pour monter au Fastnet, donc un bon équipage et puis un beau résultat, quoi. Bon, alors vous savez que la Rolex Fastnet Race a changé le port d'arrivée après. Quand on réatterrit sur les côtes anglaises, on tourne pas à gauche pour filer à Plymouth. On continue vers Cherbourg aujourd'hui depuis la dernière édition. Ça vous évoque quoi cette nouvelle arrivée à Cherbourg? C'est, j'imagine, une rade et un coin que vous connaissez bien, Michel. Oui, c'est pas forcément facile d'arriver sur Cherbourg. Il y a les forts courants, il faut faire attention, être bien vigilant, mais c'est amusant de changer de parcours comme ça. C'est une belle idée, je trouve. Ouais. Gérard, si le le Fastnet 67 était arrivé à Cherbourg, Penduc 3 gagnait également? Si le Fastnet 67 était arrivé à Cherbourg, eh ben, on aurait terminé premier à Cherbourg. Voilà, c'est parfait. Parfait. Bon, alors on arrive presque au terme de cette émission, de ce premier volet du roman du Fastnet. C'était une belle façon d'évoquer ce beau bateau Penduc 3 qui quand même, je voulais souligner, est quand même un bateau de légende avec lequel Éric Tabarly ne courra pas la Transat 68. Peut-être que il aurait dû puisque en choisissant Penduc 4 qui est un peu trop tard mis au point, et la Transat ne lui sourira pas cette année-là. Mais par contre, Penduc 3, c'est un bateau qui aura une carrière exceptionnelle après cette victoire dans la Rolex Fastnet Race, puisque vous remportez cette année-là, et là, ensemble, Michel et Gérard,
la Sydney Hobart, autre grande classique des antipodes. Et puis après, le bateau aura un devenir exceptionnel. Il deviendra gauloise sur la Whitbread. Il sera confié à Philippe Poupon pour la première route du Rhum. Il courra le premier Vendée Globe avec Jean-François Coste, et puis encore la dernière route du Rhum avec Arnaud Pénarun. C'est quand même des vies de bateau, avec vous qui êtes des hommes de bateau qui avez vu, vous Michel qui avez construit et importé plein de bateaux. C'est quand même des destins d'architecture navale assez exceptionnels pour un bateau 67 d'être toujours là aujourd'hui en course. Ouais, exceptionnel, absolument. Et il continue à vivre, à bien naviguer et bien entretenu. C'est vraiment un plaisir de revoir ce bateau. Voilà, le Fastnet, c'est aussi ça, c'est consacrer des bateaux de légende comme Penvic 3. Il y en a eu d'autres avant lui, il y en a eu d'autres après que nous évoquerons dans d'autres volets de ce podcast, le roman du Fastnet. On se retrouve le mois prochain pour évoquer une édition beaucoup moins heureuse, 1979, le drame du Fastnet. À bientôt. Merci à vous. Merci. L'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg-en-Cotentin.